Bonjour à tous, je m'appelle Corentin Fepper, donc, je suis un ancien étudiant de Lyon 1 et notamment de Philippe. Et aujourd'hui je vais vous parler de la conjecture de sensitivité, donc, qui est maintenant un théorème qui a été démontré en 2019 par Hao Wang. Donc la conjecture de sensitivité, c'est une conjecture sur les fonctions booléennes. En fait, le principe, c'est de mesurer la complexité des fonctions booléennes. Donc, une fonction booléenne, c'est une fonction qui prend plein de paramètres 0 ou 1 et qui renvoie soit 0, soit 1, donc soit vrai, soit faux. Et donc, l'idée, c'est de mesurer à quel point elles sont complexes et par différents moyens, différentes méthodes de mesure, dont la sensitivité. Et le but, c'est de voir que toutes ces différentes méthodes de mesure sont équivalentes en un certain sens. Et donc, il n'y a presque plus que la sensitivité qui résistait encore ces dernières années. On n'avait pas encore réussi à trouver pourquoi elle était bien équivalente à toute une catégorie d'autres mesures de complexité qu'on connaissait. Et donc, ça a été résolu par Wang en 2019. Alors, avant de passer directement à la preuve, à ce qu'est la conjecture et à sa preuve, on va s'intéresser un peu à ce que c'est l'hypercube, et notamment au sous-graphe de l'hypercube. Alors, j'appelle Qn l'hypercube en dimension n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, n égale 2, on connaît, c'est juste un carré. N égale 3, c'est un cube. Alors, n égale 4, ça commence à déjà être un peu plus compliqué à dessiner, mais il y a quand même une technique pour dessiner un hypercube de dimension 4 juste sur le tableau. C'est qu'on dessine un cube, exactement comme on l'a fait juste au-dessus. Et puis à côté, on dessine un autre cube, comme ça, hop. Et on relie les sommets correspondants. Donc ici, là, là, comme ça. Et ça nous fait un hypercube en dimension 4. Alors, les notations, on peut le noter ça en coordonnées. Donc ici, par exemple, ce point-là, ça va être le coordonné 0, 0, 0. Ici, ce serait 1, 0, 0. Ici, 0, 1, 0. Celui-là, 0, 0, 1. Bon, etc. Là, ça va être 1, 0, 1. Ici, 1, 1, 1. Et là, qui c'est qui me manque? Ici, il me manque 1, 1, 0. Et là, il me manque 0, 1, 1. On peut faire pareil là, où on met exactement la même chose, les mêmes coordonnées, en rajoutant un 0 devant les coordonnées du premier cube, et un 1 devant les coordonnées du deuxième cube. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphe qui est dessiné comme ça? C'est que deux sommets sont voisins lorsque leurs coordonnées diffèrent exactement en un seul endroit en fait. Donc voilà, ici, c'est les voisins de 0, 0, 0, c'est quand il y a un seul 1, soit là, soit là, soit là. Ça diffère en un seul endroit. Et c'est exactement la même chose pour l'hypercube en dimension 4 et même en dimension supérieure. On dit que, alors là j'ai oublié de relier ici, hop. Donc les voisins, j'ai 4 coordonnées ici, hein. Je vais mettre celui-là pour commencer, puis c'est pareil la suite. Et les voisins, c'est quand il y a une seule des 4 coordonnées qui change. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est si je prends des sous-graphes de ces hypercubes, donc si je prends juste un certain nombre de sommets, une première question qu'on peut se poser, c'est, par exemple dans le cube, ou après en dimension différente, combien je peux prendre de sommets tels qu'aucun ne soit relié par une arête. Donc si on fait un dessin du cube, encore, hop. Alors, on voit qu'on peut prendre, évidemment, deux sommets qui ne sont... Alors, il faut que je le fasse en entier, le dessin. Voilà. On voit qu'on peut prendre, évidemment, deux sommets qui seront reliés par aucune arête.
On peut aussi on peut en prendre plus, on peut en prendre 3. Alors oui, alors il ne faut pas que je prenne ça comme ça parce que ça va pas marcher jusqu'au bout. Donc je peux prendre 2 sommets comme ça qui sont reliés par aucune arête. Je peux en prendre 3 si je ferais celui-là. Et je peux en prendre un 4e avec celui-là. En fait, j'ai 2 manières de faire ça. C'est, vous voyez, là, ça forme un tétraèdre à l'intérieur du cube. Et j'ai le tétraèdre en prenant les 4 autres sommets là que j'ai pas choisis. Donc vous voyez que là, je peux choisir 4 sommets. Reliés par aucune arête. Alors, dans l'hypercube en dimension supérieure, eh ben, je peux faire la même chose avec 8 sommets, puisque si j'ai pris ces 4 sommets-là dans le cube, eh ben, dans le deuxième cube qui sera dessiné à côté, je prendrai les 4 sommets opposés. Ça me ferait bien 8 sommets qui sont reliés aucunement entre eux. Alors, je vais noter ce nombre delta H. Donc, je note delta H pour H, un sous-graphe de l'hypercube. Donc je note delta H, le nombre maximal, le degré maximal dans le sous-graphe H. C'est-à-dire que, donc vous voyez ici, il n'y a aucune arête, donc le degré maximal, delta H, ce serait 0. Si je prends un autre point, ici, bah celui-ci il est relié à 3 autres sommets. Donc là, mon delta H voudrait 3. Ce qu'on appelle le degré, c'est le nombre de sommets dans le sous-graphe qui sont reliés par une arête du graphe à ce pont. Et on regarde le degré donc, maximal pour les sommets du sous-graphe. Ok, donc maintenant une autre question qu'on va se poser, c'est là on a vu que sur cet exemple là, donc j'avais mes 4 qui n'étaient pas reliés et j'en ai rajouté un, ça faisait un degré 3. Est-ce que c'est possible d'en avoir alors 5 sommets qui seraient reliés par 0 arête? Là c'est assez facile de se convaincre que c'est impossible d'avoir un degré 0 avec 5 sommets. Mais est-ce qu'on peut quand même faire mieux que 3? Alors on va voir. Donc, si je prends un cube, encore. Et là, je voudrais prendre 5 sommets et idéalement faire en sorte que le degré maximal soit juste 1. Parce que bon, on a vu que pour 4 sommets, on pouvait prendre notre degré 0. Est-ce qu'on peut prendre juste 1? Alors si j'essaye de faire juste 1, bon, j'aurais par exemple deux sommets là qui seraient reliés. Maintenant, j'essaye de ne pas avoir de degré 2, donc je vais prendre les sommets en face. Là, j'ai pas de degré 2. J'ai degré maximal 1, mais là on voit que si je veux rajouter encore un sommet, où que j'aille, j'ai pas trop le choix, j'aurai forcément un degré 2. Donc on voit que pour 4 sommets, je peux faire degré 0. Mais dès que je passe à 5 sommets, je suis obligé d'avoir minimum degré 2. Bon, alors on pourrait regarder ça en dimension supérieure, là ça deviendrait vraiment compliqué à se convaincre avec les mains que c'est vrai. Si je prends l'hypercube en dimension 4, c'est la même chose, avec 8 sommets, je peux faire du degré 0, avec 9 sommets, je suis obligé de faire du degré 2 déjà. En dimension 5, c'est encore pire, c'est-à-dire que avec 16 sommets, je peux faire 16 sommets de degré 0, donc toujours la même méthode, je prends 1 sur 2. Et par contre, pour 17 sommets, là j'aurai au moins un degré 3. Et donc ce résultat se généralise, et c'est ça qu'a démontré Wang, donc en 2019. Ça dit que si je prends un sous-graphe de l'hypercube en dimension n, donc n quelconque, avec 2 puissance n moins 1, donc la moitié du nombre de sommets de l'hypercube, plus 1, donc c'est ce qui correspond à mon 5, mon 9, mon 17 en dimension petite, sommet. Alors, donc ce que j'ai appelé delta H, le degré maximal est supérieur à racine de n. Donc ça, c'est Wang 2019.
Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer par la suite. Alors, donc maintenant, on va voir pourquoi ces questions-là de degrés sur le graphe, toutes ces petites problématiques, sont reliées à l'étude des fonctions booléennes. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction booléenne? Alors, une fonction booléenne, c'est une fonction de 0,1 puissance n dans 0,1. Donc, c'est-à-dire qu'on a une série de paramètres qui valent soit 0, soit 1, donc c'est vrai ou faux, et la fonction renvoie vrai ou faux. Un exemple de fonction booléenne, c'est je prends f de ABC, et puis par exemple, je fais A et B, ou C. Après, voilà, c'est plein de mélanges, de combinaisons, enfin une combinaison de et, de ou, et puis des propositions. Pour le calcul, qu'est-ce que ça donne si on prend des chiffres, enfin des soit 0, soit 1? Bah ça, c'est le produit XY, qui correspond à A et B, plus Z, et puis il faut enlever, ou Z, et puis il faut enlever l'intersection XYZ. Et donc on peut voir une fonction booléenne sur le graphe de l'hypercube. Donc là, si on dessine ici, on a 3, on a ABC, donc on a 3, donc on dessine un cube. On va reprendre les notations en coordonnées. Donc là, j'ai 0, 0, 0. Là, je vais avoir 1, 0, 0. Là, je vais avoir 0, 1, 0. 0, 0, 1. Alors ici, 1, 1, 0. Ici, 1, 0, 1. 1, 1, 1. Et ici, il me manque lequel? Il me manque 0, 1, 1. Et bien, quand je fais A et B ou C, donc c'est soit je prends, j'ai le ou C, donc qui correspond au 4 du haut, soit je prends A et B ici. Donc ça veut dire que là j'ai colorié en orange tout ce qui me renvoie 1 à ma fonction booléenne, puis je colorie d'une autre couleur, en jaune hein, par exemple, tout ce qui va me renvoyer 0. Voilà. Donc ça dit, quand j'ai colorié le point 0, 0 en jaune, ça me dit que f de 0, 0, 0 égale 0. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est mesurer la complexité de ces fonctions booléennes. Parce que les fonctions booléennes, elles sont utilisées notamment en cryptographie, et le but c'est d'avoir des fonctions suffisamment complexes pour ne pas pouvoir être déchiffrées. Et donc, une manière de mesurer la complexité des fonctions booléennes, c'est la sensitivité. Alors, qu'est-ce que c'est la sensitivité? La sensitivité d'une fonction booléenne en un point x, donc un point x de 0,1 puissance n, qui est équivalent à un sommet du graphe, ça va être le nombre de fois où quand je change une seule coordonnée de x, c'est-à-dire quand je regarde un voisin, le nombre de fois où je vais avoir une valeur différente. Donc c'est le nombre de le nombre de x', on va dire. X', donc c'est un sommet de l'hypercube qui est relié. Donc ça veut dire qu'ils sont reliés, x et x' sont reliés dans le graphe du cube, tel que quoi? Tel que f de x est différent de f de x'. Voilà. Une autre manière de noter ça, je vais l'écrire juste parce qu'on en aura besoin pour la suite, c'est le nombre de points i. Donc i, là c'est i, c'est dans un n, donc c'est un indice. Hein. Le nombre d'indices tel que f de x i, comme ça, est différent de f de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire x puissance i, enfin c'est pas vraiment puissance, mais si je prends un ensemble S sous-ensemble de 1n, et ben x, le vecteur x puissance S, c'est le vecteur obtenu en changeant toutes les coordonnées dans S. C'est-à-dire j'ai une série de n interrupteurs, et ben j'appuie sur tous les boutons donnés par les indices qui sont dans S, quoi, en changeant toutes les coordonnées d'indices dans S. Donc, pourquoi c'est la même chose? Parce que dans l'hypercube,
Être voisin, ça veut dire avoir une seule coordonnée de différence. Donc c'est bien juste, j'ai changé une seule coordonnée, donc c'est un seul i, quoi. Donc voilà ce que c'est la sensitivité de la fonction f en un point x. Et qu'est-ce que c'est la sensitivité de f tout court? Et bien c'est tout simplement le max pour x dans 0,1 puissance n ds f de x, des sensitivités locales. Voilà. Ensuite, une autre mesure de complexité des fonctions booléennes, c'est la sensitivité par bloc. Donc ça va généraliser ce qu'on vient de faire, ce qui est juste la sensitivité. Alors la sensitivité par bloc, on la note bs de f. Alors qu'est-ce que c'est la sensitivité par bloc en un point? Et bien, en fait, c'est la même chose que là, sauf qu'au lieu de prendre juste des singletons ici, on prend des blocs disjoints. Et on flippe les valeurs du vecteur sur ce bloc. Donc ce que c'est en fait la sensitivité par bloc, c'est le nombre maximal de blocs disjoints. Donc au lieu de prendre juste des singletons, je prends des boîtes de blocs de taille quelconque. Hein. Donc des blocs disjoints, alors je vais noter B1, B, un certain truc. Donc ça c'est des sous-ensembles de 1n, des ensembles d'indices, hein, tels que la même chose que ici. C'est pour ça que j'ai introduit la notation avec le x indice supérieur b, enfin s. On veut qu'ils soient tous différents. Que la valeur de f en x, si je change les éléments de la boîte BI, soient tous différents de ce que j'ai pour f de x. D'accord. Les blocs, ils sont 2 à 2 disjoints. 2 à 2 disjoints. Les B1 jusqu'à BK oui, sont 2 à 2 disjoints. Ouais, okay. C'est pas vraiment une partition parce que je suis pas obligé de prendre tous les indices, mais c'est oui, ils sont 2 à 2 disjoints. Ouais. Alors, un truc à peu près clair, c'est que la sensitivité par bloc est plus grande que la sensitivité. Parce qu'en particulier, j'ai le droit de prendre des blocs qui sont mes singletons. Donc, ce que tu appelles BS de f, c'est la somme, oui, c'est le max. BS de f, c'est bien sûr, c'est la même chose, c'est le max sur x de BS f en x. Et ce qu'on appelle la conjecture de sensitivité, c'est, alors pas l'égalité dans l'autre sens, il ne faut pas rêver, mais presque, c'est dire que S de f est plus petit, non ça je l'ai déjà dit, plus grand, BS de f, et avec une certaine puissance, C. Où C est une constante universelle, elle ne dépend pas de f évidemment, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il existe C tel que pour toute fonction booléenne f, on ait cette inégalité. Et ça ne dépend pas de n. Et ça ne dépend pas de n. Alors en l'occurrence, C ne va pas dépendre de n. Hein. Le théorème qu'on va prouver, c'est C égale 4. Carrément. Mais ce ne serait pas gênant qu'il dépende de n. Ça nous donnerait quand même l'équivalence entre BS et S. Parce que donc, ce que je disais au début, c'est qu'on voulait que les fonctions soient équivalentes, les mesures de complexité. Peut-être que c'est gênant que si ça dépendait de n en fait, je sais pas trop. Parce que ouais, si la constante explosait avec n, ça pourrait être gênant quand même. Je sais pas trop. Mais de toute manière, on va prouver que la constante elle vaut 4. Donc il n'y a pas de souci. Et donc le truc, c'est que ça nous dit que la sensitivité et la sensitivité par bloc sont équivalentes. Au sens où on a une inégalité. Alors, bon, si je prends deux mesures de complexité, par exemple S et S', qui sont deux façons de mesurer la complexité d'une fonction booléenne. Donc ça, c'est juste une fonction de l'ensemble des fonctions booléennes dans R. Elles sont équivalentes s'il existe deux polynômes. Donc s'il existe
P et Q, deux polynômes donc, réels, hein, tels que on est PS inférieur à S' inférieur à Q de S. Donc ça c'est un truc voilà, qui est valable pour n'importe quelle fonction booléenne, hein. Donc je pourrais mettre des S de F, QS de F. Okay. Donc voilà, on dit que c'est équivalent comme ça s'il y a une domination polynomiale, enfin que l'une contrôle l'autre, quoi. C'est ce qu'on a envie. Alors maintenant, une troisième manière de mesurer la complexité des fonctions booléennes, qui va nous servir pour démontrer cette conjecture. Je vais introduire le degré de f. Donc f, une fonction booléenne. Donc si j'ai une fonction booléenne, f, en fait c'est une fonction de z sur 2z puissance n dans z sur 2z. Et donc, par l'interpolation de Lagrange, c'est une fonction polynomiale. Donc je peux écrire f sous la forme d'un polynôme à n variables. Alors, il n'y a pas unicité, mais si je l'écris, si on prend le bon anneau quotient, donc on ne prend pas z sur 2z crochet x, il faut prendre le bon anneau quotient pour avoir unicité. En fait, je peux écrire f de manière unique sous cette forme-là, donc la somme pour u dans z sur 2z puissance n, alpha u, donc alpha u c'est 0 ou 1, x, 1 puissance u1, xn puissance un. Donc ça veut juste dire est-ce que je prends ma puissance de x ou pas, et le x1 puissance u1, c'est donc si u1 c'est 0, je prends le x1, si je prends pas le x1, si u1 c'est 1, je prends mon x1. En fait, ouais, l'idée c'est qu'on n'a jamais des trucs du type x1 au carré ou x1 au cube, parce que on est dans z sur 2z, on évalue dans z sur 2z, donc mettre au carré, ça sert à rien, quoi. Donc l'anneau quotient, en fait, on quotiente par tous les polynômes du type xn carré moins x. Ok. Si on veut l'écrire précisément, en fait, on peut écrire de manière unique. Donc il existe un unique polynôme dans z sur 2z crochet x, pas crochet x parce qu'il y a n variables, quotienté par x1 au carré moins x, ou plus, hein, parce qu'on est dans z sur 2z de toute façon, donc c'est tout pareil, plus c'est moins, xn au carré moins xn, tel que f égale p quand on évalue sur z sur 2z puissance n. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle du coup le degré de f? Eh ben, c'est le degré de ce p unique, tout simplement. Ou quand je dis degré, je compte bien toutes mes variables. C'est la somme des degrés que j'ai choisis. Degré total. Ouais, degré total. Voilà. Alors, ce qui fait le lien entre le degré qu'on vient d'introduire et la sensitivité, c'est un théorème qui date d'une trentaine d'années, de Gotsman et Lignal, qu'on va citer maintenant. Alors d'abord, j'introduis une nouvelle notation. Je pose gamma de h, donc h c'est toujours un sous-graphe de mon hypercube, qui va être le max entre ce qu'on avait défini plus tôt, donc c'est le degré maximal de ce sous-graphe, et le degré maximal du sous-graphe complémentaire, donc Qn privé de h. Voilà. Alors, que dit le théorème de Gotsman et Lignal? Alors, je prends une fonction h, de n dans R, qui soit croissante. Alors, on a équivalence entre les deux propositions suivantes. Entre i, donc pour tout sous-graphe de l'hypercube, tel que son nombre de sommets est différent de pile la moitié, donc alors je vais noter cardinal de h, le nombre de sommets, donc différent de la moitié, donc c'est différent de 2 puissance n-1,
j'ai gamma h plus grand que h de n. Voilà. Et bien ça, c'est équivalent à dire que pour toute fonction booléenne, alors booléenne de taille n encore, pour toute fonction booléenne, j'ai S de f, la sensitivité, qui est plus grande que h du degré de f. Et c'est ce théorème-là qui va nous permettre de faire le lien entre la conjecture de sensitivité et le degré. Alors, tu peux dire quelque chose, c'est quel que soit n, ou c'est pour un n donné, donc c'est pour un n donné, il y a équivalence entre eux. Oui, c'est ça, hein. Mais oui, c'est ça. Oui, le n il est fixé à l'avance. Le n est fixé à l'avance le n est et fixé c'est à bon. l'avance. Et puis, tu peux dire quelque chose sur ce 2 puissance n-1, sa particularité? Alors, le 2 puissance n-1, ben, ça vient c'est ce qu'on avait vu au début. C'est que on avait vu que pour le 2 puissance n-1 sommet, on pouvait choisir 2 puissance n-1 sommet de l'hypercube qui soit relié par aucune arête entre eux. Et c'est ce qu'on avait vu au tout début. Si j'en prenais 2n-1 plus 1, ben là directement j'étais obligé d'avoir un gros degré. Et c'est pour ça qu'on impose de ne pas avoir 2 puissance n-1. C'est que c'est pour avoir que ou bien h ou bien qn privé de h est bien plus que 2n-1 plus 1 sommet. Et donc avec le théorème là, alors qu'on n'a pas prouvé, hein, ça c'est le théorème de Wang, c'est qu'on va vouloir prouver. Ici on aura delta h plus grand que racine de n. Donc, bon en fait, on va l'écrire proprement. Si je prends h, donc 1 sous-graphe de l'hypercube, avec différent de 2 puissance n-1 sommet. Alors ça veut dire que ou bien h ou bien qn privé de h a plus que 2 puissance n-1 plus 1 sommet. Donc si j'admets le théorème de Wang, ça me dit que gamma de h est plus grand que racine de n. Ça, c'est par le théorème de Wang. Et grâce à cette équivalence-là, j'ai que pour toute fonction booléenne, la sensitivité est plus grande que racine du degré. Alors là, je ne sais pas si on va bien voir. Donc j'applique le théorème avec ma fonction h qui est la fonction racine. Pas racine de n, racine du degré de f. Et alors pourquoi ça c'est cool? Eh bien parce que la conjecture de sensitivité, on voulait montrer que S de f à une certaine puissance est plus grand que la sensitivité par bloc. Et là, avec ça, on a réussi à montrer que c'est plus grand que racine du degré. Sauf que on savait déjà depuis plusieurs années, à peu près dans les mêmes eaux que le théorème de Boltzmann et Lignal, que le degré et la sensitivité par bloc étaient équivalents. Donc ça veut dire que si je suis plus grand que racine de degré, je suis aussi plus grand qu'un certain polynôme en BS de f, quelque chose comme ça. Et le vrai quelque chose, c'est en fait puissance 1 quart. Puisque donc ce qui était déjà connu, c'était que la sensitivité par bloc était inférieure au carré du degré. Donc si je l'écris bien, on avait que BS de f est plus petit que le degré de f au carré. Et donc avec ce théorème-là, avec cette inégalité-là, ça donne bien plus petit que BS de f, que S de f puissance 4. Et donc ça donne la conjecture de sensitivité qu'on voulait. On a bien l'équivalence entre la sensitivité et la sensitivité par bloc, et le degré aussi, enfin tout est équivalent. Et on est content. En fait, la sensitivité par bloc, on s'en sert juste d'intermédiaire entre la sensitivité et le degré. Donc on connaissait déjà ce résultat, donc c'était un mathématicien du nom de Hall qui l'avait prouvé. Donc ça nous permet de faire le lien entre sensitivité par bloc et degré. Et avec ça, on a le lien entre sensitivité et degré. On avait déjà le lien entre sensitivité par bloc et sensitivité. Et donc tout ça mélangé, mis dans le bon ordre, ça nous donne l'équivalence entre les trois.
Et donc c'est ce qu'on voulait, on a bien l'équivalence de toutes ces mesures de complexité des fonctions booléennes. Donc maintenant on va passer à la preuve du théorème de Wang. Donc en fait on va voir que cette preuve là finalement elle n'est pas compliquée à comprendre, sûrement beaucoup plus compliquée à imaginer, parce que voilà, ça faisait 30 ans que des chercheurs travaillaient dessus, mais finalement il y a aucun argument très complexe dedans. Et voilà, c'était un peu le chaînon manquant de toutes ces histoires-là, mais finalement, c'est pas si compliqué en fait la preuve. Bon, il faut de l'astuce, mais rien pas d'outils nouveaux, rien de compliqué. Et le théorème de Gotsman et Limal, alors il se démontre comment? Alors, celui-là, c'est un peu plus compliqué. On utilise de la transposée de Fourier sur les fonctions booléennes. Donc en fait, ouais. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reformulent chacune des deux propositions en termes de coefficient de Fourier, des transformés de Fourier des fonctions booléennes, et ils arrivent avec des manipulations à prouver cette équivalence-là. Mais finalement, ouais, la preuve de ce théorème est plus compliquée, mais c'est celui-là qui manquait pour compléter la conjecture de sensitivité. D'accord, on doit pouvoir trouver l'article de Gotsman et Oui, Gotsman l'article, et on Lignal. pourra le mettre en référence. En référence, Gotsman et voilà, Lignal, ouais, d'accord. Oui, ça se lit bien la preuve. Hein, Oui, pas... d'accord. Alors, pour la preuve du théorème de Wang, il faut d'abord que je parle du théorème d'entrelacement de Cauchy. On va utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est ce théorème? Si je prends une matrice symétrique à coefficient R, je vais prendre S, un sous-ensemble de 1n, un sous-ensemble d'indices. Je note AS, comme ça, la matrice extraite qui correspond, où je prends, en fait je prends simplement les lignes et les colonnes, l'indice dans S. Ok? Donc c'est une sous-matrice, la matrice A. Alors on note lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n les... alors oui, on va juste dire que S est le cardinal M. Alors M et N ça va se confondre, donc on va dire K, plus petit que N. Ok, donc je note lambda 1, lambda 2, lambda n, les valeurs propres de A, donc ordonnées dans l'ordre décroissant, Décroissant. Les valeurs propres de A, et mu1 jusqu'à mu_k, les valeurs propres de la matrice extraite. Alors c'est des matrices symétriques, donc on a le théorème spectral, c'est des valeurs propres réelles, tout va bien. Alors le théorème de Cauchy va nous donner, il porte bien son nom, ça va dire que les valeurs propres de la matrice extraite sont coincées entre les valeurs propres de A. Et donc plus précisément, on a que pour tout I, donc pour tout I dans un N, dans un K, pardon. Donc K c'est la taille de la sous-matrice. Lambda I est plus grand que mu I, qui est lui-même plus grand que lambda I plus N moins K. Alors je vérifie que c'est bien les bons indices, ouais c'est ça. Donc ça dit que les valeurs propres de la sous-matrice sont coincées entre les valeurs propres de A. Et on va se servir de ce théorème-là pour démontrer le théorème de Wang. Alors la preuve, la preuve, bon, on peut la trouver facilement sur internet, c'est pas très compliqué. Ça découle du principe min-max de courant Fisher. Bon, voilà, c'est assez classique comme résultat. On trouve plein de références à ce sujet. Alors la preuve du théorème maintenant, on va la décomposer en 3 étapes. Alors trois étapes qui sont vraiment très courtes. Alors en premier lemme, on va introduire une suite de matrices. Alors on définit la première matrice A1, ça va être comme ça, non ici.
Donc A1, c'est ça. Et ensuite, on définit par récurrence. AN, ce sera AN-1, enfin, une matrice par bloc, hein. AN-1, identité, identité, et là, moins AN-1. Alors, l'identité de la bonne taille, donc la bonne taille, c'est 2 puissance n-1, puisque ça, c'est une matrice de taille 2 puissance n. On double la taille à chaque coup. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dis sur cette suite de matrices? Eh bien, mon résultat, c'est que AN a pour valeur propre racine de n et moins racine de n, et elles sont chacune de multiplicité 2 puissance n-1. De multiplicité égale chacune de multiplicité 2 puissance n-1. Alors, comment on fait la preuve de ça? Eh bien, tout simplement, par récurrence, on montre que AN au carré est égal à n fois l'identité. Alors, c'est clair pour dimension 1, hein, le carré de cette matrice, c'est bien l'identité. Pour l'hérédité, bon, c'est pas plus compliqué, hein. Si je prends AN au carré, bah, je regarde les blocs, hein, bon, je vais l'écrire, ça fait ça. Voilà, la même chose. Et là, bah, si on fait les produits par bloc, bah là je vais avoir AN-1 au carré, ici AN-1 au carré plus identité. Donc j'ai bien n plus 1 fois l'identité. Ici, AN-1 identité, hop là, on va avoir AN-1 moins AN-1, ça fait 0. Ici, pareil, on va avoir AN-1, ici, pardon. C'est une matrice symétrique. Oui, oui, c'est symétrique, c'est évident que c'est symétrique, bref, on a 0. Et là, ici, on va avoir encore le identité plus AN-1 au carré, donc on a bien n plus 1 identité. Donc ça fait bien n plus 1 i. Alors là, bon, c'est pas le même i ici, hein. Là, c'est taille 2 puissance n, et là, c'est taille 2 puissance n moins 1. Bon, ok, donc rien de très compliqué ici. Donc ça, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que le polynôme minimal de AN, c'est x au carré moins n, parce que ce polynôme-là annule AN, et AN, c'est pas une homothétie, donc il n'a pas un polynôme minimal de degré 1. Donc, son polynôme minimal, c'est x carré moins n, donc ses valeurs propres, c'est racine de n et moins racine de n. Et maintenant, comment je sais qu'elles sont chacune de multiplicité 2 puissance n moins 1? Ben là, l'outil magique, c'est la trace. La trace de AN, c'est 0. Donc, les valeurs propres sont... bah, on sait que la somme des valeurs propres avec multiplicité doit faire 0. Donc, elles sont forcément chacune de même multiplicité, donc de même multiplicité 2 puissance n moins 1. Voilà comment faire une eau là, au stade de Vélodrome avec 56 000 personnes. On fait maintenant le lien entre cette suite de matrices qu'on a introduites. On va voir pourquoi on les a introduites. Donc, on va faire le lien avec les sous-graphes de l'hypercube, avec un deuxième lemme. Alors, si j'ai... alors, le lemme est assez général, donc j'ai un graphe H, un graphe, A, une matrice à coefficient, une matrice symétrique, à coefficient 0, 1 ou moins 1. Dans 0, 1 ou moins 1. Moins 1, 0, 1. Donc, évidemment, c'est exactement ce qu'on a pour AN. Alors, on va faire le lien entre les valeurs propres de A et le degré maximal du graphe. Alors, il faut juste une condition quand même sur A, c'est que AIJ. Alors, oui, AIJ, alors non, oui, on va dire que H, on note H a n sommets, et n, ça va être la taille de la matrice A. Donc on note les sommets 1 jusqu'à n. Okay. Et je dis que AIJ égale 0. Donc dans la matrice A, le coefficient IJ vaut 0.
si et seulement si I et J ne sont pas reliés dans le graphe. Ok. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, A c'est quasiment la matrice d'adjacence du graphe, c'est-à-dire qu'on met, c'est une matrice d'adjacence, c'est on a une matrice indexée par les sommets du graphe et on met des 1 quand il y a une arête et des 0 quand il n'y en a pas. Bon, la seule différence avec la matrice d'adjacence, c'est que des fois je mets des -1 à la place de mettre les 1. Mais bon, voilà, c'est ce qui. Mais sinon, c'est. Bon, la valeur absolue de la matrice, entre guillemets, c'est la matrice d'adjacence du graphe H. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, je dis que le degré maximal de H est plus grand que la plus grande valeur propre de A. Alors, je réutilise les mêmes notations que dans le théorème de Cauchy, je note lambda 1, la plus grande valeur propre de A. Alors, ça, comment ça se démontre? C'est pas très compliqué non plus. Je prends un vecteur propre. Donc, un vecteur propre, c'est non nul, tel que AV égale lambda 1 V. Je choisis I0 tel que I0 c'est la composante maximale du vecteur. Donc VI0 est plus grand que VJ pour tout J. Pour tout J dans un N. Et maintenant, qu'est-ce que je dis? Eh bien, lambda 1 fois VI0, c'est égal à coefficient I0 de AV, puisque c'est un vecteur propre, de valeur propre lambda 1. Donc ça, si j'écris le produit matriciel, ça vaut la somme pour J allant de 1 à N des A I0J VJ. Ouais, c'est bien dans le bon sens. Et maintenant, VJ, bah, il est plus petit que VI0. Il me reste la somme de AI0J. Sauf que ça, c'est 0 si I et J ne sont pas reliés, et c'est 1 si I0 et J sont reliés. Donc je peux me dire que c'est juste la somme pour J relié à I0. Et donc ce machin-là, ça vaut le degré de I0 dans le graphe. Et donc c'est plus petit que le degré maximal, alors toujours fois VI0. Et ben là, je peux simplifier, hein, ici et ici, puisque VI0 c'est pas 0, puisque le vecteur propre est non nul. Donc on a bien que lambda 1 est plus petit que delta H. Waouh. Attends, tu veux dire en gros que toute l'astuce c'était de s'autoriser des -1 dans le graphe, dans la matrice d'adjacence. Exactement, parce que du coup c'est afin d'avoir des valeurs propres. Pour avoir des valeurs propres. Et après maintenant il suffit de dire en fait le delta H on va l'exprimer comme lambda, donc il est plus grand que lambda 1 de A, et avec ça on va avoir le lambda 1 plus grand que racine de n. Ah ok, je te laisse, vas-y, Ouais. continuer. Alors je vais effacer la preuve du lemme 2. Et donc pour conclure, on a choisi AN et exactement pour pouvoir appliquer le lemme 2, hein. Donc AN et QN, donc QN, toujours le graphe de l'hypercube, donc vérifie les hypothèses du lemme 2. Pourquoi? Bah parce que j'ai bien un 0 à chaque fois que j'ai pas d'arête. On va juste voir ça, les hypothèses du lemme 2. Alors, bah ça se voit par récurrence aussi en fait, parce que si vous voulez, A1 ça correspond au carré, oui, en dimension 2 au carré. Donc bah, j'ai forcément des zéros sur la diagonale, hein, parce que le graphe du... non, ça correspond pas au carré, ça correspond à 1, ça correspond à ça en fait. Ça correspond au segment. J'ai pas d'arête entre 0 et 0. Et j'ai une arête entre 0 et 1, c'est symétrique, j'ai une arête entre 1 et 0, et pas d'arête entre 1 et 1. A2, ça correspond au carré, et en fait, bon. En fait, AN,
si on regarde ça en valeur absolue, C'est la matrice d'adjacence. c'est la matrice d'adjacence d'une part, et c'est la puissance tensorielle de A1. C'est la énième puissance tensorielle de A1. Et donc, ce qui fait que, oui, effectivement, on se convainc assez facilement que c'est la matrice d'adjacence du cube, quoi, En fait, de l'hypercube. La meilleure manière de la voir, c'est la construction par récurrence de l'hypercube, c'est-à-dire que, ok, donc A1, ça correspond bien au segment. Et ensuite, quand je fais par récurrence, eh ben, le dessin de l'hypercube, c'était quoi? C'était, je faisais un hypercube de dimension 1 de moins, je dessinais à un côté et je les reliais. Et ben, donc, ça correspondra à un hypercube. Ça correspondra au deuxième hypercube. Et les matrices identités comme ça correspond à, je relie les points des deux hypercubes de dimension n-1 qui se correspondent l'un à l'autre. Ok, c'est super convaincant. Du coup, je comme mets ça. les 1 là où il faut, et ça fait exactement que AN, c'est presque la matrice d'adjacence, si on oublie cette histoire de 1 moins 1. Ok, donc AN et QN vérifient bien les hypothèses du M2, d'accord. Donc maintenant, je peux prendre des sous-graphes. Si je prends un sous-graphe H, un sous-graphe de QN, et que je prends ANH, donc ANH, ça va être la matrice extraite qui correspond à, je prends que les colonnes d'indices données par les sommets qui sont dans H, ok. Bon bah AN et H vérifient toujours les hypothèses du LEM2, pareil. Donc qu'est-ce que j'écris? Bah, j'écris le résultat du LEM2 pour AN et H, ça me fait que delta AN de H est plus grand que, alors je vais appeler ça mu1 de AH. Bon, j'appelle ça mu1, c'est toujours la plus grande valeur propre, mais vu que c'est la matrice extraite, ici je l'appelle mu1 pour être cohérent avec les notations du lemme de Cauchy. Et donc, du coup, je vais pouvoir appliquer ce lemme de Cauchy. Ah oui, alors j'ai juste oublié de dire que H, je le prends de taille 2n-1 plus 1, hein, c'est ce qui m'intéressait dans le théorème de Wong. Je veux un sous-graphe de cette taille-là, de 2n-1 plus un sommet, et je vais montrer que delta h est plus grand que racine de n. Donc, alors qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, non, c'est pas delta de la matrice, c'est delta de h. Hein. C'est là, c'est ANH. Pardon. Donc ça, c'est, j'ai appliqué le lemme 2 à ma matrice ANH et à mon sous-graphe H. Donc la taille, donc en fait ça correspond dans le théorème de Cauchy à ce que j'ai appelé K. Et le n ici, alors bon là c'est pas idéal, mais le n ici c'est en fait un 2 puissance n-1. Un 2 puissance n. Et la taille de cette matrice-là, et de ce graphe-là. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai mu1, c'est plus grand que lambda 1 plus, alors n-k, donc 2 puissance n moins 2 puissance n-1 plus 1 de a n. Donc en fait ça c'est lambda 2 puissance n-1 de a n. Hein, parce que les 1 ils se simplifient, 2 puissance n moins 2 puissance n-1 ça fait 2 puissance n-1. Et donc ce truc là, ça vaut exactement racine de n. Pourquoi? Parce qu'on a montré que racine de n était valeur propre de a n, de multiplicité 2 puissance n-1. Donc ça marche vraiment pile quoi. On est pile poil à la limite. Là il y aurait eu un de plus, on aurait eu un racine de n. Mais là on a bien ce qu'il faut. Et donc on a bien montré que delta h est plus grand que racine de n. Et ça conclut la preuve du théorème de Wang. Et donc de la conjecture sensibilité, donc qui s'appelle maintenant théorème de Wang. Magnifique. Voilà. 30 ans résumé en 15 minutes. Ouais, bah ouais, avec une astuce extraordinaire. C'est génial, c'est sûr que là. Si tu regardes la preuve, ouais, il reste rien, c'est vraiment pas compliqué, mais il fallait tout mettre dans le bon ordre, et c'est ça le génie, quoi. C'est des arguments tout bêtes, mais bon, faut avoir l'idée de mettre ces moins 1 dans la matrice d'adjacence, et puis d'aller chercher ce théorème de Cauchy, là, et qui marche pile poil comme il faut, quoi.